Velkari, l'obstination des vivants. Avant même que l'humanité n'apprenne à plier l'espace, elle avait appris à fuir. La faim. La guerre. Elle-même. Fuite inscrite dans ses os depuis les premières savanes, depuis les premiers radeaux lancés sur des mers inconnues, depuis les premières fusées arrachées à la gravité d'une planète qui ne voulait pas la lâcher. Fuir était dans sa nature, non pas par lâcheté, mais parce que derrière chaque horizon, l'espèce entière avait toujours soupçonné quelque chose de plus grand qu'elle. Elle n'avait pas tort. Puis vint le siècle où tout bascula. Les moteurs à distorsion transformèrent le vide en raccourci. Les étoiles cessèrent d'être des promesses lointaines pour devenir des destinations auxquelles on pouvait mettre un temps de trajet, un coup de carburant, un formulaire d'entrée. On traça des routes dans l'obscurité comme d'anciens marins griffonnaient des cartes sur des pots tendus, avec la même audace, la même imprudence, et le même silence sur ce qu'on avait délibérément omis de noter. On appela cette époque l'ouverture. Et comme toujours, on y entra sans vraiment savoir ce qui attendait de l'autre côté. Les premières décennies furent ce qu'on appellera plus tard, dans les livres écrits par des gens qui n'y étaient pas, un miracle. Des mondes habitables découverts à un rythme qui défiait le calcul des probabilistes. Des ciels aux couleurs sans nom dans aucune langue terrestre. Des océans vierges dont la composition chimique n'avait jamais effleuré un laboratoire. L'humanité planta ses balises, érigea ses stations orbitales, murmura des noms nouveaux à des planètes qui n'avaient rien demandé et qui, si elles avaient pu parler, auraient peut-être dit « Prenez garde ». Elle s'imagina seule. Ou du moins première. Elle avait tort sur les 2 points. Pas immédiatement. Pas partout. Le cosmos était trop grand pour les révélations franches, il préférait les murmures, les anomalies, les coïncidences qui s'accumulent jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les appeler des coïncidences. Car l'univers n'était pas vide. Il était silencieux. Et ce silence n'était pas une absence. C'était une patience. La patience de quelque chose qui n'a aucune raison de se presser. Les archives classifiées du consortium orbital mentionnent pour la première fois le système K-47 Velkari dans un rapport daté du cycle 2197, colonne anomalie non résolue, paragraphe 5. Un convoi de reconnaissance. 3 vaisseaux. Trajectoire nominale, instruments calibrés, équipage expérimenté. Aucun signal de détresse. Juste une coupure, nette, propre, le genre de silence que font les choses quand quelqu'un les efface délibérément. Comme si l'existence de ces 3 vaisseaux avait été décidée superflue par une entité qui avait les moyens de le décider. Les enregistrements récupérés des balises autonomes ne contenaient qu'un fragment de cette seconde. Un son de cabine. Respiration. Mouvement. Un cri étranglé. Puis une voix étrangère, sifflante, déformée par la compression du codec, mais reconnaissable dans son intention comme un couteau est reconnaissable dans l'obscurité. Capture. Ensuite, le néant. Le rapport du consortium, dans sa version publique, parlait d'espèces inconnues à étudier. La version militaire parlait de vecteurs de menaces à quantifier. La version politique, celle qu'on diffusa dans les holo-écrans des stations frontalières, ne parlait de rien du tout. Mais les explorateurs, eux, continuèrent. Parce que c'était dans leur nature. Parce que l'inconnu, même dangereux, surtout dangereux, reste une promesse. Et l'humanité avait toujours préféré les promesses aux avertissements. Parmi les milliers de noms inscrits sur les registres stellaires de cette année-là, 2. Mikhail Vorin. Ania Volkova. Lui, ancien officier de sécurité orbitale, 3e division, spécialité extraction sous conditions hostiles. Le genre d'homme que les rapports décrivaient comme efficace, ce mot passe-partout qu'on réserve à ceux dont les méthodes ont produit des résultats sans que personne n'ait à en connaître les détails. Elle, biologiste exoplanétaire, 2 publications sur la chimie atmosphérique des géantes gazeuses, une réputation de terrain bâti sur l'obstination tranquille de ceux qui préfèrent la réalité à la théorie. Le genre de femme qui s'accroupit dans la boue d'un monde inconnu et y trouve quelque chose de magnifique. Jeune. Compétent. Et suffisamment inconscient, ou suffisamment courageux, la ligne est mince, pour croire que l'amour pouvait non seulement survivre à l'infini, mais peut-être même y trouver une raison supplémentaire d'exister. Leur mission n'avait rien d'héroïque sur le papier, cartographier,
observer, repartir. Une routine cosmique. Une goutte dans l'océan noir parmi des centaines d'autres missions similaires lancées cette saison-là depuis les stations frontalières. Sauf que cette goutte-là portait quelque chose en elle. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'était pas encore sur les registres. Leur vaisseau, l'Aube claire, franchit la distorsion sans incident. Les instruments s'accordèrent sur une planète viable, atmosphère respirable, biosphère active, température dans les marges du supportable. Un monde brut, presque trop parfait, la perfection étant, en cartographie spatiale, un signal d'alarme que seuls les gens épuisés ou optimistes choisissent d'ignorer. Anya fut la première à sourire face au relevé. On dirait qu'elle nous attendait. Mikhail ne répondit pas. Il regardait les données depuis 30 secondes de trop. Ce n'était pas une erreur qu'il cherchait, une erreur, ça se trouve, ça se corrige, ça rassure. C'était autre chose. Une absence de hasard. Chaque variable à sa place avec la précision d'une scène reconstituée, pas d'une réalité brute. Velkari était trop ordonné pour être vierge. Puis les radars grésillèrent. Une signature. Puis deux. Rapide. Trop rapide. Les signatures thermiques ne correspondaient à aucun référentiel dans la base de données, pas de biais de propulsion chimique, pas de distorsion magnétique caractéristique. Quelque chose d'autre. Quelque chose de biologique, peut-être, à une vitesse qui n'aurait pas dû être possible pour du biologique. Dans le cockpit, les lumières passèrent au rouge. L'alarme longue, déchirante, ce son précis que les ingénieurs ont calibré pour déclencher la panique en moins de 2 secondes, parce que dans certaines situations, la panique est la bonne réponse. Et dans cet instant suspendu entre 2 battements de cœur, Mikhail comprit une vérité simple et irréversible. Ils n'étaient pas les premiers à trouver Velkari. Ils étaient les suivants. Ce qui arriva ensuite ne fut pas une bataille. Ce fut une chute. Une traque. Une fracture dans le fil tranquille d'une vie ordinaire. L'Aube claire se disloqua en orbite basse sous un feu dont ils n'eurent pas le temps de comprendre l'origine. La capsule de secours les cracha dans l'atmosphère de Velkari comme une prière dans le vide, sans garantie, sans trajectoire propre, avec la seule certitude que la planète, en bas, était là. Ils touchèrent le sol. Ils survécurent. Et quelques heurts dans les minutes de silence qui suivirent le choc, alors que la jungle de Velkari reprenait ses bruits et ses odeurs autour de l'épave encore chaude, Anya posa une main sur son ventre. Un geste simple. Presque inconscient. Mais qui changea tout, la géographie entière de ce qui allait suivre, les calculs de Mikhail, la définition même de ce que survivre pouvait vouloir dire. L'univers, immense et cruel et parfaitement indifférent à leur existence, venait de se réduire à quelque chose de très précis. 2 vies. Peut-être 3. Et un homme qui avait déjà décidé, sans le dire encore, qu'aucune créature sur cette planète n'en déciderait autrement. La capsule vibrait encore, comme un cœur blessé qui refuse de s'arrêter. Le métal tiède exhalait une odeur d'ozone brûlé, de plastique fondu, de quelque chose d'organique aussi, sans sécher sur le tableau de bord, peut-être le sien, peut-être celui de l'équipage qu'il avait perdu. À travers le hublot fissuré, la planète Velkari respirait dans un silence primitif, immense, parfaitement indifférente à leur vie. Une jungle d'un vert sombre ondulait sous un ciel strié de nuages violets, et quelque part, très loin, perdu dans cette obscurité végétale. Un cri. Anya posa une main sur son ventre. Mikhail, ils arrivent. Il n'eut pas besoin de répondre. Il avait déjà entendu. Pas le cri, ça, c'était un animal, quelque chose de territorial et de pressé. Non, ce qu'il avait entendu, c'était le silence qui avait suivi. Le genre de silence que font les prédateurs quand ils comprennent qu'ils ne sont plus seuls à chasser. Un sifflement. Puis un second. Trop coordonnés pour être des bêtes. Mikhail Vorin attrapa son arme, une lame à champ gravitationnel repliée dans son brassard, compacte comme un secret, et la déploya d'un geste sec. La lame vibra en se déployant, invisible à l'œil nu, mais traçable aux distorsions qu'elle infligeait à l'air ambiant, de minuscules ondulations, comme de la chaleur au-dessus d'un désert. Il se tourna vers Anya. Cours vers la crête.
Ne t'arrête pas. Quoi qu'il arrive. Non. Anya. Un instant suspendu entre eux. Bref. Presque rien. Et pourtant, tout ce qu'il n'avait pas dit depuis des semaines passa dans ce regard-là. La peur. La tendresse. La promesse muette de quelqu'un qui n'a pas l'intention de mourir, même s'il sait que ça pourrait arriver quand même. Elle comprit. Elle recula d'abord, lentement, les yeux toujours sur lui. Puis elle tourna les talons et disparut dans les hautes herbes luminescentes, leur bioluminescence laissant derrière elle une traînée de lumière froide et éphémère. Le silence retomba. Mikaïl expira. Craquement. Quelque chose venait de se poser, non pas d'atterrir, mais de se poser, avec la précision délibérée d'une chose qui choisit où elle met les pieds. 4 silhouettes émergèrent de la brume végétale. Les Dracs. Il les avait vus en hologramme, dans les briefings. Ça ne préparait à rien. Leur peau était sombre, presque noire sous la lumière filtrée de Velkhari, tendue sur une musculature sèche comme du câble sous tension. Leurs membres trop longs pliaient dans des directions qui n'obéissaient à aucune logique humaine, et leurs doigts, si on pouvait appeler ça des doigts, se terminaient par des lames naturelles qui cliquetaient doucement à chaque mouvement, comme des aiguilles d'horlogerie. Leurs yeux, jaunes et sans pupilles, fixaient Mikaïl avec quelque chose de pire que la haine, de l'intérêt. L'un d'eux parla. Sa voix était sifflante, presque amusée, le son d'un prédateur qui a tout son temps. Zarek prend la femelle. Toi, tu meurs. Mikaïl inspira lentement. Sentit l'air chaud et humide de Velkhari remplir ses poumons. Puis il avança. Premier choc. Le premier Drac bondit. Il était rapide, absurdement rapide, la vitesse d'une chose qui n'a jamais eu à se ménager. Pour un humain ordinaire, le mouvement aurait été invisible. Un éclair de griffes, et c'était fini. Pas pour lui. Mikaïl pivota, esquiva de quelques millimètres seulement, il sentit l'air tranché par la griffe, un fin sifflement au ras de sa joue. La fraction de seconde qui suivit appartint entièrement à ses réflexes. Il ne pensa pas. Son bras se leva. La lame gravitationnelle entra dans la cage thoracique de la créature. Sans résistance. Puis implosa. Le champ se referma sur lui-même en une microseconde. Le corps du Drac se replia vers l'intérieur dans un bruit humide et grotesque, comme si l'espace autour de lui avait soudainement décidé de se contracter. Ce n'était pas un son de combat. C'était quelque chose d'autre, plus finalement, plus absolu. Il tomba. Les 3 autres reculèrent d'un pas. Instinct. Pas de la peur, pas encore, mais cette réévaluation primitive qui précède la peur chez les prédateurs intelligents. Ils n'avaient pas prévu ça. Bien. La chasse devient duel. Ils attaquèrent ensemble. Mikaïl sentit son monde se rétrécir. Pas le ralentissement romantique des films, quelque chose de plus brutal, de plus physique, une contraction totale de la conscience sur le présent immédiat. Plus de capsules. Plus de jungle. Plus d'Anya quelque part dans les herbes lumineuses. Rien que les angles, les distances, les vitesses relatives. Un Drac sur la gauche. Un sur la droite. Un en hauteur. Il plongea. Roula. Un pied alien frôla son visage, il eut le temps de voir les lames naturelles, de sentir le dépassement d'air. Il attrapa le bras du deuxième attaquant au vol, laissa la vitesse de la créature travailler pour lui, pivota. Crac. L'épaule céda dans un son qui se logea quelque part dans la mémoire corporelle de Mikaïl, le genre de son qu'on n'oublie pas. Sans s'arrêter, il planta sa lame dans la gorge de la créature et la retira proprement. Du sang noir aspergea le sol, épais et chaud. 2. Mais déjà. Le troisième le percuta de plein fouet. Ils roulèrent ensemble dans la boue de Velkhari, boue rouge foncé, presque violette, qui sentait le soufre et quelque chose de plus doux, presque floral, nauséeux dans ce contexte. La lame glissa hors de sa main. Les mâchoires du Drac se refermèrent à quelques centimètres de sa gorge avec un claquement sec, 2 fois, 3 fois, cherchant la prise. Mikaïl grogna. Frappa. Encore. Encore.
Ses phalanges s'écrasèrent contre le crâne de la créature, os dur, presque minéral sous ses poings, mais le drac absorbait les coups avec la placidité d'une chose habituée à la douleur. Ses mâchoires se rapprochèrent encore. Alors Mikaïl fit pire. Il enfonça ses pouces dans les orbites de la bête. Le hurlement qui suivit n'était pas humain. Rien dans ce son-là ne ressemblait à de la douleur ordinaire, c'était quelque chose de plus animal, de plus fondamental, le cri d'un prédateur qui découvre qu'il peut aussi souffrir. Le corps entier du drac fut pris d'un spasme. Et dans cet instant de relâchement, Mikaïl bascula. Renversa. Sa main trouva une pierre tranchante dans la boue. Il l'abattit. Il ne compta pas les coups. Il s'arrêta quand le corps cessa de bouger. Quand plus rien ne résistait sous ses mains. Quand le seul son restant était sa propre respiration, rauque et irrégulière. 3. Le dernier. Puis un battement lent, régulier, délibéré. Des applaudissements. Le dernier drac se tenait à l'orée de la clairière. Plus grand que les autres. Plus massif, ses épaules dépassaient presque la largeur d'un homme allongé. Ses lames naturelles étaient plus longues, plus sombres, et sur son crâne une marque scarifiée brillait d'un éclat tenu, le rang. Zarek. Humain, intéressant. Il ne se précipita pas. Il tourna autour de Mikaïl avec la lenteur méticuleuse d'un examinateur, ses yeux jaunes ne sciant pas, ses lames cliquetant doucement dans le silence de la jungle. La femelle vivra. Toi, tu souffriras. Mikaïl cracha du sang dans la boue violette. Récupéra sa lame. Sentit la brûlure dans ses côtes, une ou deux de cassées, peut-être, l'os frottant à chaque respiration, et choisit de ne pas y penser. Viens la prendre. Un sourire. Alien dans sa géographie, mais parfaitement lisible dans son sens. Puis, ils disparurent tous les deux dans le mouvement. La clairière devint une équation de violence pure. Chaque choc faisait vibrer le sol. Zarek était plus fort, d'une marge qui ne laissait aucun doute, et plus rapide, et chaque fois que Mikaïl esquivait, il sentait la différence entre ce qu'il avait prévu et ce qui arrivait réellement se réduire un peu plus. Une entaille au bras gauche. Une autre à la cuisse. Le sang chaud se mêlait à la boue. La vision commençait à se brouiller sur les bords, ce halo blanc et cotonneux qui précède l'évanouissement. Mikaïl le connaissait. Il avait appris à travailler dedans. Mais derrière la douleur, derrière les calculs, derrière la mécanique froide de la survie, quelque chose d'autre s'imposait. Une image. Anya. Sa main sur son ventre. Ce geste inconscient, possessif et doux à la fois, qu'elle avait depuis qu'elle savait. Ce geste qui ne lui appartenait plus tout à fait, parce qu'il contenait quelqu'un d'autre. Leur enfant. Mikaïl cessa de reculer. Pas d'un coup. Pas de manière spectaculaire. Juste, il posa le pied différemment. Un degré d'angle en moins dans son centre de gravité. Et au coup suivant, au lieu de dévier, il assorba. Il avança. Zarek frappa encore, de plus en plus fort, pas de la frustration, pas encore, mais quelque chose d'adjacent, la surprise de quelque chose qui devrait avoir cédé et qui ne cède pas. Mikaïl avança encore. Encaissa. La griffe entra dans son flanc gauche. Profond. La douleur fut blanche, totale, le genre de douleur qui efface tout pendant une demi-seconde. Mais il sourit. Parce que c'était exactement ce qu'il voulait. La griffe dans son flanc signifiait que Zarek était trop près. Trop engagé. Impossible à éviter, désormais. Mikaïl laissa son corps tomber vers la créature au lieu de s'en éloigner. Sa main attrapa la nuque de Zarek, os chaud, peau sèche, tendons comme des câbles, et il sentit, dans ce contact, toute la masse et toute la puissance de la chose qu'il allait tuer. Dans un dernier souffle, les dents serrées, les yeux ouverts. Il activa la surcharge de sa lame. Un grondement sourd. Puis un son qui n'était plus vraiment un son, une vibration qui se propagea dans les os de Mikaïl, dans les arbres autour d'eux, dans le sol de Velkari lui-même. Une lumière déchirante. Puis, la tête de Zarek roula dans la boue violette. Silence. Pas l'absence de son, quelque chose de plus plein que ça,
plus substantiel. Le silence d'après, celui qui arrive quand le monde reprend ses droits sur un espace qu'avait occupé la violence. Puis le vent revint. Doux. Presque irréel. Portant l'odeur florale de la jungle de Velkhari, vivante, indifférente, magnifique dans son ignorance de ce qui venait de se passer ici. Mikaïl ? Elle sortit des herbes luminescentes, tremblantes, pas de froid, pas de peur pure, mais ce tremblement particulier du corps qui vient de tenir pendant trop longtemps et qui se permet enfin de lâcher. Elle le trouva à genoux. Pas effondré, à genoux. La posture de quelqu'un qui a choisi de s'arrêter là, sur ce sol précis, face à ce qu'il avait fait. Le corps sans tête de Zarek étendu devant lui, réduit à ce qu'il avait toujours été, de la matière, rien d'autre. Mikaïl leva les yeux. Son visage était couvert de boue, de sang noir des dracs et du sien propre, vermeil. Une entaille courait de sa pommette jusqu'à son menton. Il avait perdu quelque chose dans son regard, pas de la lumière, non, quelque chose de moins romantique que ça. Une certaine énergie. La tension qui maintient un homme debout quand rien d'autre ne le fait. Il sourit quand même. Je t'avais dit, de courir. Elle tomba dans ses bras. Il la tint. Les mains couvertes de sang, les côtes en feu, le flanc ouvert qui commençait déjà à coaguler dans la chaleur de Velkhari, il la tint, et sentit contre son torse ce petit mouvement d'aile, sa main qui trouvait instinctivement son ventre même dans l'étreinte. Vivante. Leur enfant aussi. Et autour d'eux, la planète Velkhari continuait de respirer, lente et ancienne, ses nuages violets dérivant au-dessus de la jungle dans une parfaite indifférence. Témoin muet d'un combat où un homme avait refusé de plier. Pas par héroïsme. Par amour, ce moteur inavouable, irraisonné, qui pousse les êtres les plus fragiles de l'univers à tenir debout face à l'inconnu. Elle resta contre lui plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Les secondes passaient et elle le savait, et elle ne bougeait pas quand même, parce qu'il était vivant sous ses mains, parce que sa chaleur était réelle, parce que certains moments ont besoin d'exister avant d'être interrompus par ce qui vient ensuite. Elle sentait son torse se soulever. Irrégulièrement. Un souffle de trop court, puis un autre presque normal. Elle sentait aussi, contre sa paume posée sur son flanc gauche, quelque chose de chaud et de continu. Du sang. Trop. Ce fut ça qui la fit reculer. Ah, un choix. Pas du courage. Juste ce réflexe précis, ancré dans 11 ans de terrain, qui prend le relais quand l'émotion n'a plus les moyens de tout porter seule. Elle posa les mains sur ses épaules. Le regarda. Mikaïl. Je dois voir. Il hocha la tête sans parler. Ce silence-là, elle le reconnut aussi, pas de l'orgueil, pas cette fois. La concentration de quelqu'un qui économise ce qui lui reste. Elle avait 30 secondes pour décider si elle le déplaçait. Ania Volkova n'était pas médecin. Mais elle avait passé 11 ans à travailler sur des mondes où le médecin le plus proche était à plusieurs heures de distorsion, et elle avait appris, à la dure, sur le terrain, dans des situations qui n'avaient rien à voir avec ce manuel de survie qu'on leur remettait à l'académie, que la première erreur face à un laisser grave, c'est de bouger avant de regarder. Elle regarda. Flanc gauche, ouvert. Profond. La griffe de Zarek avait déchiré entre la 8e et la 9e côte, et le tissu autour de la plaie avait cette couleur sombre, presque violacée, qui pouvait signifier deux choses très différentes, hématome sous-cutané, ou quelque chose de pire. Elle posa 2 doigts de chaque côté de l'entaille. Mikaïl inspira brusquement. Ne bouge pas. Je ne bouge pas. Tu essaies de te redresser. C'est différent. Ce n'est indifférent. Elle sentit les bords de la plaie. Le tissu résistait encore, pas d'effondrement pariétal, pas de bulle d'air sous la peau. Les poumons tenaient. Elle expira lentement, méthodiquement, le genre d'expiration qu'on fait quand on refuse de laisser la peur prendre les commandes. Bras gauche. Montre-moi. L'entaille au bras était longue mais superficielle, capillaire, essentiellement, le genre qui saigne spectaculairement et qui fait peur pour rien. La cuisse était plus sérieuse, la griffe avait mordu dans le muscle sans toucher l'artère fémorale, sans quoi il serait déjà mort, et cette pensée-là, Ania la traversa très vite sans s'y attarder. Tu peux marcher ?
Je crois que je peux. Michaïl. Il leva les yeux vers elle. Ce regard-là, elle le connaissait. L'orgueil de l'homme qui ne veut pas être une charge, le soldat qui réencode la douleur en information neutre et continue d'avancer. Elle avait appris à ne pas s'y opposer frontalement. Si tu t'effondres à mi-chemin, je ne pourrai à te porter. Dis-moi la vérité. Un silence. Je peux marcher si tu me donnes un appui. C'était suffisant. Ils mirent 20 minutes pour couvrir les 200 mètres qui les séparaient de la capsule. La jungle de Velkhari s'était refermée sur le site du combat comme si rien ne s'était passé, les herbes luminescentes ondulaient doucement, les créatures nocturnes reprenaient leurs appels dans les strates supérieures de la canopée, et cette indifférence du monde vivant avait quelque chose d'obscènement apaisant. Anya laissa Michaïl s'appuyer sur elle sans commentaire. Elle sentait sa chaleur, trop de chaleur, déjà, le début de ce que son corps connaissait comme la réponse inflammatoire normale mais qui pouvait, sur une planète inconnue, ne pas l'être. La capsule était inclinée à 25 degrés dans le sol de Velkhari, sa coque ventrale enfouie dans la terre rouge. Le panneau d'accès avait été forcé lors de l'impact et refusait de se refermer complètement, un courant d'air tiède entrait en permanence, portant les odeurs de la jungle. Anya installa Michaïl sur le seul siège encore horizontal, récupéra la trousse médicale d'urgence fixée sous le tableau de bord. Elle l'ouvrit. Et prit le temps, malgré tout, d'évaluer ce qu'elle avait. Inventaire réel, pas inventaire espéré. 2 ampoules de coagulant synthétique topique, suffisant pour le bras, peut-être pour la cuisse, pas pour le flanc. Un kit de suture automatique avait 18 agrafes biodégradables, conçues pour des plaies propres, pas pour ce que Zarek avait laissé. De l'analgésique local en spray, 2 doses. Un antibiotique à large spectre terrestre, inutile contre une infection de flore alien, mais pas complètement inutile non plus. Un garrot pneumatique. Des compresses. Beaucoup de compresses. Et un scanner médical de poche, petit, basique, dont la batterie affichait 32%. Anya alluma le scanner. Le dirigea sur le flanc de Michaïl. Les données s'affichèrent en rouge et orange sur le petit écran. Pas de pneumothorax, les poumons étaient intacts. Pas de lésion hépatique visible. Mais la profondeur de la plaie dépassait ce que le kit de suture pouvait gérer correctement, et déjà, sur les bords de la déchirure, elle voyait ce qu'elle redoutait, une légère teinte brunâtre, pas du sang, quelque chose d'autre. Les lames de Zarek n'étaient pas propres. Elle posa le scanner. Michaïl. Les griffes de Zarek. Est-ce qu'il y avait quelque chose dessus, une substance, une sécrétion? Il réfléchit. Même à demi-conscient, il réfléchissait. Une odeur. Quand il s'est approché. Quelque chose d'âcre, comme de la résine brûlée. Anya hocha la tête lentement. Elle avait vu ça dans ses lectures sur les espèces de prédateurs l'apex des systèmes de la ceinture externe, certaines espèces à l'âme naturelle sécrétaient des composés anticoagulants, voire des neurotoxines légères. Pas pour tuer rapidement. Pour affaiblir. Pour faciliter la capture. Elle regarda ses propres mains. Prit une décision. Je vais sortir. Je reviens dans 20 minutes. Anya. Tu ne meurs pas d'ici 20 minutes. La plaie est stable. Reste allongée et ne fais rien d'héroïque. Elle attrapa son scanner, un récipient de prélèvement vide, et disparut dans la nuit de Velkhari. La biologie d'une planète inconnue ne se lit pas dans les manuels. Elle se lit dans le terrain. Anya avait passé 11 ans à apprendre ce langage. Elle avait appris à distinguer, à l'odeur et à la texture, les végétaux à chimie oxydante des végétaux à chimie réductrice. Elle savait lire la géographie d'un sous-bois, quelle espèce pousse à l'ombre de quelle autre, ce que ça dit des interactions chimiques entre elles, ce que le sol autour de leurs racines peut contenir. Elle travailla vite, méthodiquement, avec la torche de son scanner comme seule lumière. La première plante qu'elle identifia était une mousse dense, d'un gris bleuté, qui tapissait les rochers en bordure du ruisseau à une 50aine de mètres de la capsule. Ses feuilles microscopiques sécrétaient une substance visqueuse légèrement alcaline, elle le détermina en 10 secondes avec le scanner, croisant les données de pH avec les spectres de fluorescence. Alcaline signifiait neutralisante. Pas un antibiotique,
mais un tampon. Quelque chose pour contrer l'acidité probable de la sécrétion des griffes. Elle en préleva 200 grammes dans son récipient. La deuxième plante lui prit plus de temps. Elle cherchait quelque chose de précis, un composé astringent naturel, capable de resserrer les parois vasculaires sans déclencher de réaction immunitaire catastrophique. Sur Terre, les tanins végétaux remplissaient ce rôle. Ici, elle trouva ce qu'elle cherchait sous la forme d'un arbuste trapu aux feuilles épaisses, bordeaux foncé, dont les tiges suintaient une sève sombre à odeur légèrement ferrugineuse. Le scanner indiqua une concentration élevée en polyphénol à structure cyclique, pas identique aux tanins terrestres, mais analogues dans leur mécanique moléculaire. Analogue. Pas identique. C'était le mot qui faisait toute la différence entre une solution et une catastrophe. Elle prélevait en hésitant quand elle entendit, à 15 mètres, dans les herbes hautes, un froissement. Elle ne bougea pas. Le froissement s'immobilisa. Puis reprit, dans la direction opposée, et disparut. Pas un drac. Quelque chose de plus petit, de plus craintif. Quelque chose qui avait autant peur d'elle qu'elle de lui. Anya expira et continua de travailler. Elle revint dans la capsule 16 minutes après en être sortie. Mikhaïl n'avait pas bougé. Son rythme respiratoire s'était ralenti, de façon alarmante, mais visible. La douleur l'emmenait vers le sommeil, et le sommeil sur une plaie contaminée n'était pas une bonne idée. Reste avec moi. Je suis là. Je sais. Reste quand même. Elle prépara le cataplasme sur le couvercle de la trousse médicale, mélangeant la mousse alcaline avec quelques gouttes de l'antibiotique à large spectre, une décision empirique, aprotocolaire, mais l'empirisme était tout ce qu'elle avait. Elle écrasa les feuilles bordeaux entre deux pierres plates, récupéra la sève dans une compresse qu'elle imprégna soigneusement. Puis elle nettoya la plaie. Elle ne lui dit pas ce qu'elle faisait, pas en détail. Il le savait ou il s'en doutait. Elle travailla en silence, concentrée, ses mains qui ne tremblaient que légèrement, de peur, elle avait dépassé la peur, c'était de la précision, le tremblement de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il risque de mal faire. L'application de la mousse alcaline provoqua une réaction immédiate, une légère effervescence sur les bords de la plaie, un sifflement ref, et Mikhaïl serra les dents sans un mot. Ça veut dire que ça fonctionne, dit-elle. Ou que je suis en train de me dissoudre. Si tu te dissolvais, tu le saurais. Elle appliqua la compresse imprégnée de sève astringente par-dessus, maintenue par les agrafes biodégradables qu'elle posa une par une, avec une patience de chirurgienne. Le kit de suture automatique était prévu pour des plaies droites, celle-ci ne l'était pas. Elle adapta. Elle avait appris à adapter. La cuisse ensuite. Le bras. Quand elle eut fini, elle resta un moment sans bouger, les mains posées à plat sur ses genoux, à regarder son travail. Par satisfaction, par vérification. Elle cherchait ce qu'elle aurait pu rater. Elle ne trouva rien qu'elle puisse corriger avec ce qu'elle avait. Ce devrait être suffisant. Devrait. La nuit de Velkari était longue. Anya s'installa contre la cloison inclinée de la cassule, à portée de main de Mikhaïl, le scanner posé sur son genou réglé en mode surveillance, température corporelle, fréquence cardiaque, toutes les 10 minutes. Elle ne dormit pas. Elle avait essayé, une fois, pendant 15 minutes, et s'était réveillée en sursaut avec la certitude irrationnelle que quelque chose avait changé, que les données avaient dévié, que rien n'avait changé. Mais elle resta éveillée quand même. La jungle parlait dans l'obscurité. Des sons qu'elle ne connaissait pas encore, des appels dont elle ne savait pas distinguer le territorial, du prédateur et du simplement vivant. Elle les écouta et nota mentalement, parce que c'était dans sa nature de noter, même dans une capsule en feu sur une planète hostile avec un homme blessé à ses côtés. Vers la 3e heure, la fièvre monta. Pas catastrophiquement. Pas au seuil d'urgence. Mais la température de Mikhaïl passa de 37,4 à 38,9 en 40 minutes, et Anya regarda les chiffres sur le scanner avec ce calme particulier qu'on acquiert quand la panique n'est plus une option disponible. Elle prépara une nouvelle compresse. Modifia les proportions, moins de sève, plus de mousse alcaline, en espérant que la réaction anti-inflammatoire dominerait. Elle changea le pansement en silence.
Michaïl ouvrit les yeux pendant qu'elle travaillait. L'enfant. Bien. Il bouge depuis 1 heure. Il ferma les yeux. Bien. Ce mot-là, ce seul mot, dit avec cette économie absolue, valait tous les discours. Anya sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, un nœud qu'elle n'avait pas réalisé tenir depuis des heures. Elle continua de travailler. L'aube de Velkari arriva en silence. Pas un lever de soleil spectaculaire, une décoloration progressive du noir vers un bleu profond, puis un violet pâle, puis quelque chose qui ressemblait à de la lumière sans vraiment l'être encore. Les nuages violets du ciel captaient les premiers rayons et les diffusaient en nappes horizontales, douces, presque tendres. La fièvre était redescendue à 38,1. Anya regardait le scanner depuis 20 minutes sans bouger, attendant la prochaine mesure avec la patience de quelqu'un qui a appris que les données ne se précipitent pas pour vous réconforter. 37,8. Elle posa le scanner. Posa sa tête contre la cloison froide de la capsule. Et pour la première fois depuis la veille, elle laissa ses yeux se fermer. Juste quelques minutes. La jungle de Velkari continuait de respirer autour d'eux, vivante, indifférente, traversée de lumière naissante. Quelque chose chanta dans les hauteurs de la canopée, un son long et pur, sans intention, juste de l'existence. À l'intérieur de la capsule blessée, une femme dormait enfin, une main posée sur son ventre. Et l'homme qu'elle avait sauvé respirait. Lentement. Régulièrement. Avec la précision obstinée de quelqu'un qui a décidé de continuer. Au 6e jour, il se leva. Pas d'un coup. Pas avec la grâce des gens qui guérissent dans les films. Il y eut d'abord une tentative avortée, les côtes qui protestèrent, le flanc gauche qui rappela qu'il avait une mémoire plus longue que le reste du corps, puis une deuxième tentative, plus lente, plus méthodique, avec la main d'Anya sous son coude non pas pour le porter mais pour lui indiquer qu'elle était là si nécessaire. Il se leva. S'appuya contre la cloison inclinée de la capsule. Inspira l'air de Velkari, chaud, végétal, portant quelque chose de sucré qu'il n'avait pas remarqué avant, ou qu'il n'avait pas eu le loisir de remarquer. Tu souris, dit Anya. L'air. Il sent différemment debout. Elle le regarda un moment sans répondre, et dans ce regard-là il y avait tout ce qu'elle n'avait pas dit pendant 6 jours, les nuits sans sommeil, les compresses changées en silence, les chiffres du scanner surveillés avec la patience têtue de quelqu'un qui refuse de négocier avec le pire. Elle n'en dit rien. Elle se contenta de hocher la tête, d'une façon qui signifiait bien, et qui signifiait aussi ne recommence pas. C'est lui qui les vit en premier. Le 8e jour. Il était sorti seul, 3 pas, 10 pas, un périmètre de reconnaissance prudent autour de la capsule, quand quelque chose bougea dans les fougères basses à la limite du couvert végétal. Pas comme les dracs. Rien de précipité dans ce mouvement. Rien de coordonné. Juste une curiosité, lente, patiente, le genre de mouvement qu'on fait quand on observe depuis longtemps et qu'on a décidé, sans urgence particulière, de se montrer enfin. Ils étaient 3. Petits, 1 mètre à 1,20 m à peine, pas davantage, avec cette impression de densité tranquille que donnent les choses qui vivent proches du sol depuis des générations. Leur peau était d'un ocre profond, presque terreuse, parcourue de stries vertes qui suivaient les lignes des veines, visibles sous la lumière du matin comme des cartes de rivière. Pas de lames. Pas de griffes. Des mains larges, aux doigts courts et nombreux, 6 tarmains, et des yeux d'un ambre sombre, grand, avec une pupille verticale qui ne trahissait ni peur ni agressivité. Juste cette chose infiniment précise. L'attention. Michaïl ne bougea pas. Son bras descendit lentement, loin de son arme, un geste délibéré, visible. Il laissa ses mains pendre à ses côtés, ouvertes, paume vers le bas, parce qu'il n'avait aucun référentiel sur ce que paume en avant signifiait ici et que l'horizontalité lui semblait plus neutre. Le plus petit des 3, ou peut-être le plus jeune, difficile à dire, fit un pas vers lui. S'arrêta. Et émit un son bref, biphonique, comme 2 voix superposées dans une seule gorge. Pas une question. Pas un avertissement. Quelque chose d'intermédiaire, qui ressemblait à ce qu'on dit quand on annonce sa présence sans demander la permission. Je suis là. Et toi ? Michaïl répondit de la seule façon qui lui sembla honnête.
Il s'assit dans l'herbe. Quand il rentra dans la cassule et décrivit ce qu'il avait vu, Anya l'écouta sans l'interrompre. Puis elle dit. Combien? 3. Armée? Non. Rien de visible. Elle garda le silence un moment. Un silence de réflexion, le silence de quelqu'un qui pesait quelque chose qu'il ne voulait pas encore formuler. Elle prit le scanner, vérifia les paramètres vitaux de Michail avec ce geste routinier qui lui servait parfois à se donner une contenance, et dit finalement. Les Drakes n'avaient pas de lame visible non plus. Pas au premier regard. Ce n'est pas la même chose. Tu n'en sais rien. Il ne répondit pas. Elle avait raison et ils le savaient tous les deux, ils n'en savaient rien, pas encore, et cette planète leur avait déjà appris ce que coûtait la confiance accordée trop vite. Anya posa le scanner. Regarda la jungle par le hublot fissuré. S'ils reviennent, dit-elle, je reste à l'intérieur. Avec le garrot pneumatique et les 2 dernières agrafes. Et toi tu gardes ta lame à portée. D'accord. Et si l'un d'eux fait un geste brusque? Anya. Je dis juste ce que je dis. Michail hocha la tête sans insister. Il comprenait. Pas de la peur ordinaire, quelque chose de plus précis que ça, le réflexe de protection d'une femme enceinte sur un monde qui avait déjà essayé de la tuer une fois. Ce n'était pas de l'irrationalité. C'était de la biologie. Anya les appela les Vors. Ce n'était pas leur nom, ils n'avaient pas de nom dans aucune langue humaine, mais c'était le son qu'ils produisaient le plus fréquemment entre eux, bref et rond, et elle avait besoin d'un mot pour les notes qu'elle griffonnait sur les feuilles vierges arrachées au manuel de bord. Vieux réflexe de biologiste, nommer d'abord, comprendre ensuite. Elle nommait. Mais elle ne s'approchait pas. Ils revinrent le soir même. 6, cette fois. Puis 12 le lendemain. Anya les observait depuis le hublot fissuré de la capsule, le scanner en main, relevé après relevé, cherchant, elle ne savait pas exactement quoi. Un signe. Une intention cachée sous la tranquillité de façade. Elle avait lu assez de rapports sur les espèces dites passives pour savoir que la passivité n'était pas une garantie. Certains prédateurs à Apex n'utilisaient jamais la force directe. Ils attendaient. Ils conditionnaient. Ils offraient. Ils ont encore laissé des bails, dit Michail un soir en rentrant. Je sais. Je ne l'ai pas touché. Il posa le petit tas de grappes jaunes sur le rebord du tableau de bord sans commentaire. Le scanner les valide. Comestibles, pas de toxines détectées. Les toxines de Zarek non plus, je ne les avais pas détectées au premier passage. Il n'insista pas. Il mangea les dés lui-même, lentement, en la regardant. Elle le regarda faire avec ce mélange articulier d'irritation et d'inquiétude qu'elle réservait à ses prises de risques calculées. Il ne mourut pas. Elle ne dit rien. Mais le lendemain, elle sortit. Vers eux, elle garda ses distances, 10 mètres au moins, le scanner ouvert dans une main et l'autre main libre et visible. Ils ne bougèrent pas davantage que d'habitude. Ils l'observèrent comme ils observaient tout, les nuages, les insectes, le vent dans les hautes herbes, avec cette même attention qui ne distinguait pas entre les choses importantes et les choses ordinaires, comme si tout méritait la même considération. Ça l'agaça, au début. Elle avait l'habitude que les créatures réagissent à sa présence. L'absence de réaction ressemblait à de l'indifférence, et l'indifférence lui semblait suspecte. Puis, vers le 5e jour de cette coexistence prudente, elle comprit que ce n'était pas de l'indifférence. C'était du respect. Il ne s'approchait que si elle s'approchait. Il ne touchait à rien qui lui appartenait. Quand elle tendait le scanner vers l'un d'eux, il se laissait faire sans résistance mais sans passivité non plus, avec la dignité tranquille de quelqu'un qui accepte d'être examiné parce qu'il comprend le sens du geste. Et le soir, l'un d'eux, celui qu'elle avait mentalement surnommé l'ancien, à cause des stries vertes plus marquées sur ses tempes, chantait quelque chose de bas et long qui courait le long de la canopée comme une question adressée à la nuit. Ce soir-là, pour la première fois, Anya s'assit dehors pour l'écouter. Elle garda quand même le scanner dans la main. Ce soir-là, Michail et Anya ne parlèrent pas beaucoup. Il y avait des choses qui demandent à être ressenties avant d'être formulées.
La communication vint plus vite qu'ils ne l'avaient espéré, et plus étrangement. Les Vorn apprirent à leur langue. Ils n'essayèrent pas. Ce n'était pas de l'indifférence, Mikaïl comprit, après quelques jours, que leur façon de communiquer n'était pas conçue pour être apprise mais pour être lue. Ils parlaient avec leur corps autant qu'avec leur voix, l'inclinaison d'une épaule, la direction du regard, la façon dont les stries sur leur peau changeaient légèrement de teinte selon l'intensité de ce qu'ils exprimaient. Un vocabulaire de posture et de couleur, millénaire, inscrit dans leur biologie. Anya commença à le déchiffrer. Pas complètement. Pas avec certitude. Mais suffisamment pour comprendre, le 12e jour, quand deux d'entre eux s'approchèrent d'elle avec une gravité particulière dans leurs pores, les épaules légèrement abaissées, les stries d'un vert plus profond, les mains jointes à hauteur de poitrine, que ce qu'ils faisaient n'était pas une salutation ordinaire. Elle chercha ses mots. N'en trouva pas. Alors elle posa sa propre main sur son ventre. Le geste inconscient. L'habituel. Celui qu'elle faisait depuis qu'elle savait. Les deux Vorn s'immobilisèrent. Puis l'ancien, derrière eux, produisit un son qu'elle n'avait jamais entendu, plus grave, plus soutenu, et dans ce son quelque chose comme de la reconnaissance. Pas de la surprise. Comme s'il l'avait su avant elle de se montrer, comme si la jungle de Velkhari le leur avait dit à sa façon, à travers des signaux que les humains ne savaient pas encore lire. Ils savaient. Anya sentit quelque chose se contracter en elle. Pas de la peur, elle connaissait la peur, elle en avait appris les contours exacts depuis l'écrasement de la capsule, et ce n'était pas ça. C'était autre chose. Plus ancien, plus difficile à nommer. La résistance de quelqu'un qui a construit une muraille et qui sent, malgré lui, ses propres fondations fléchir. Elle recula d'un pas. Par réflexe. L'ancien baissa les yeux vers ses mains, ses propres mains, larges et immobiles, parfaitement visibles. Puis il les ouvrit, paume vers le haut, et les maintint ainsi sans rien ajouter. Sans attendre non plus. Juste, là. Disponible. Anya ne bougea pas pendant un long moment. Puis elle expira lentement, et cessa de reculer. Et visiblement, ça comptait. Le 20e jour, les Vorn leur montrèrent le chemin. Vers un village, il n'y avait pas de village, pas au sens humain du terme. Il y avait des zones, des espaces habités avec une légèreté délibérée, comme si la règle fondamentale de leur civilisation était de ne laisser aucune trace que la forêt ne puisse reprendre dans une saison. Des structures basses, tressées dans des lianes vivantes qui continuaient de croître, façonnées plutôt que construites. Des réserves d'eau sous des couvercles de pierres plates. Des chemins qui n'étaient visibles que si on savait quelles plantes ne poussaient jamais à ces endroits précis. Une intelligence ancienne, patiente, bâtie non pas contre la nature mais dans ses marges. Mikaïl marcha tout le trajet. Son flanc gauche tira à 2 reprises, il le nota, l'accepta, continua. Anya marcha à côté de lui, le scanner dans sa sacoche, ses notes froissées dans sa poche, les yeux partout à la fois avec cet appétit particulier des gens qui comprennent qu'ils sont en train d'assister à quelque chose qui ne sera jamais vu 2 fois de la même façon. Ils s'installèrent en lisière du territoire des Vorn. Pas au centre, les Vorn ne le proposèrent pas, et ce n'était pas du rejet, il y avait dans leur logique spatiale quelque chose qui signifiait que la lisière était une place d'honneur, la frontière entre le connu et ce qui ne l'était pas encore. Les humains vivaient bien aux frontières. La nuit du 22e jour, allongés dans la structure basse que les Vorn avaient tressée pour eux, les lianes fraîches exhalant une odeur douce, le sol de Velkhari tiède sous leur corps, Anya parla la première. Il bougera cette nuit, je le sens. L'enfant ? Non. Le vent. L'enfant bouge depuis hier matin. Il aime les Vorn, je crois. Il s'agite quand il chante. Un silence. Dehors, la nuit de Velkhari chantait dans les strates de la canopée. Quelques arts plus loin, l'ancien avait commencé son chant du soir, selon son grave qui traversait la jungle comme une vague de fond, régulier, tranquille, sans urgence. Une conversation avec quelque chose de plus grand que lui. Mikaïl posa la main sur le ventre d'Anya. Sentit sous sa paume le mouvement lent et certain d'une vie qui ne savait pas encore qu'elle était censée avoir peur. Il naîtra ici, dit-il. Ce n'était pas une question. Oui.
Sur cette planète. Sous ce ciel. Oui. Il ne dit rien pendant un moment. Anya attendit, elle avait appris à attendre ses silences, à ne pas les remplir. Il sera Velcarin, alors. Autant qu'humain. Elle tourna la tête vers lui dans l'obscurité. C'est une bonne chose? C'est une chose vraie. Et c'était suffisant. Le premier signal, un écho de balise automatique lancé depuis les débris de l'aube claire en orbite basse, reconfiguré Arania avec les quelques composants encore fonctionnels de la capsule, partirait plusieurs semaines plus tard vers les stations frontières du consortium. Mikhail avait aidé à l'assembler, méthodique, patient, sans urgence excessive. On les retrouverait. Peut-être. Peut-être avant longtemps. Et dans l'intervalle, dans cet espace entre ce qu'ils avaient été et ce qu'ils allaient devenir, il y avait Velcari. Sa jungle profonde, ses nuages violets, ses vors qui regardaient le ciel le soir avec la même curiosité tranquille qu'ils regardaient tout le reste. Il y avait la fièvre qui avait cédé. Les côtes qui soudaient. Les entailles qui se refermaient sous des cataplasmes de mousse grise et de sève bordeaux. Il y avait un enfant qui bougeait quand les anciens chantaient. Et deux humains qui avaient appris ce que l'univers, dans toute son immensité indifférente, répète à chaque génération à quiconque veut bien écouter. Que survivre n'est pas la fin de l'histoire. C'en est le début. Fin de l'histoire.